Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bienvenue dans Euphonie, le podcast qui explore l'écriture sous toutes ses formes, de la calligraphie au copywriting en passant par les textes qui façonnent nos vies numériques. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Carmina Amatoria, créatrice de contenu, autrice et militante. Elle s'est emparée du digital pour construire une identité forte, à la croisée de l'intime et du professionnel. Aujourd'hui, on va parler des enjeux qui se trament autour du concept de personal branding. Qu'est-ce que c'est le personal branding ? C'est l'art de valoriser sa propre personne comme si on était une marque. Et en fait, je me suis demandé comment on se raconte, qu'est-ce qu'on met en scène et est-ce qu'on doit transformer son image quand on réalise une stratégie marketing autour de sa personne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais aussi à dire et à rappeler que Carmina, en fait, est une personne qui a contribué à l'un des contenus de la revue pilote d'Hypertexte, qui est la revue d'Assonance. Elle a créé le contenu avec ma collaboration, création de contenu pour adultes en ligne, zoom sur une nouvelle sphère professionnelle numérique. Donc c'est un article qui sera à découvrir dans la revue pilote, le numéro pilote qui sortira début octobre. Et en attendant de lire cet article, on va parler donc mise en scène de soi à l'heure où, on alimente son récit de vie sur les réseaux sociaux. Bonjour Carmina. Bonjour. Alors, on t'a un petit peu introduite, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais et sur ton parcours? Aujourd'hui, je suis, productrice et réalisatrice de films. Je produis et je réalise des courts-métrages, pornographiques, alternatifs Ouais. et également des documentaires. L'année dernière, j'ai sorti donc, un documentaire qui s'appelle «Télétravail du sexe», en collaboration donc avec une de mes collègues Prune. Donc on a réalisé le film, toutes les 2. Et donc c'est un documentaire qui traite justement de toutes les personnes en fait qui aujourd'hui, font du contenu pour adultes, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes, qu'on peut apparenter à un réseau social du type OnlyFans, Mime et cetera. Et donc actuellement, voilà, j'oscille entre donc la, réalisation de contenu, pour adultes, la réalisation de documentaires et j'ai également lancé mon propre podcast, qui s'appelle Démonétiser où, donc je fais des interviews et je donne la parole, voilà, à des personnes qui sont elles aussi, créatrices de contenu pour adultes, pour justement parler un peu de tous les challenges, et de toutes les opportunités, positives que peut apporter le métier. Voilà. Et donc derrière tout ça, tu as un pseudonyme, Oui, Carmina Amatoria. Alors oui. pourquoi ce choix? En plus, je l'ai changé il y a pas longtemps, justement, donc Ah! ça va être marrant, on va pouvoir en parler. Alors, en fait, à la base, moi, j'ai commencé il y a ça nous rajeunit pas, il y a 12 ans, j'ai mis un premier pied dans le milieu, en fait, en écrivant un article, dans un webzine, qui s'appelle Le Tag Parfait, et qui, traitait uniquement de, culture pornographique et donc qui traitait justement, la pornographie comme un sujet, tout à fait classique, c'est-à-dire, d'un point de vue business, d'un point de vue, social, sociétal, culturel et cetera et en fait, à l'époque, j'étais dans un moment de ma vie où j'avais pas les épaules pour porter des choses moi-même. Et étant donné que le sujet était un peu, particulier, je me suis dit: «Je vais pas mettre mon vrai nom parce que ça va être sur internet, parce que j'ai pas envie que les gens sachent qui je suis» et qu'en plus j'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'être un peu cachée derrière quelque chose. Donc j'ai utilisé le pseudonymat, parce que je me disais: «Bah, voilà, je vais écrire un article, ça me fait plaisir, j'avais besoin un peu de changer un peu les choses là dans ma vie, donc je me suis dit: «Bah, trop bien, je vais écrire ce petit article et je vais mettre un pseudo» et à l'époque, c'est vraiment un pseudo qui est venu, un peu au pif parce qu'en fait, je connais une personne qui s'appelle Carmina et que je trouvais que c'était très D'accord. joli, que ça me rappelait, Carmen qui est mon opéra préféré. Mmh. Donc à l'époque, je me disais genre: «Ah bah, c'est cool, c'est Carmen, Carmina donc est mon opéra préféré» Il y a quand même et une je partie de regarde un toi peu. alors, ouais.
Oui, Qui voilà, je voulais quelque chose qui sonne très plutôt, hispanique, latin parce que voilà, moi, avec mes origines mexicaines, je me disais: «Je veux quand même un truc qui fasse pas trop, franco-français, donc un truc qui sonne un peu différent, quoi» et en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'en fait, Carmina, c'est le mot latin qui veut dire chant, chanson. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'il y avait donc plusieurs types de carmina, donc en latin, c'est-à-dire chant, quelque chose et qu'entre autres, il y avait les chansons d'amour qui s'appellent donc des carmina, enfin, c'est une carmina amatoria, c'est donc chanson d'amour en latin et à l'époque, je me suis dit: «Bah, franchement, tout colle bien, quoi». Il y a quelque chose, qui rappelle le carmin, donc un peu la passion qui avec voilà, avec l'opéra Carmen, avec le côté hispanique et puis le côté, ça veut dire quelque chose en latin. Je me suis dit: «C'est super» et donc je suis partie sur ce pseudo-là pour un article et sauf qu'en fait, on est 12 ans après et 12 ans après, bah, en fait, j'ai dû, par la force des choses, en fait, complètement construire mon branding et ma personnelle enfin et tout mon business finalement sur ce pseudo, en fait, qu'à la base, j'avais vraiment pris plus ou moins, bon, comme ça, parce que ça tombait sous la main et qu'il fallait trouver quelque chose assez vite C'est et quand voilà. même très, très sympa comme, nom, qu'on C'est trouve à la chouette. va-vite. Oui, oui, c'est très chouette. C'est juste que maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais pas du tout fait les choses comme ça. C'est que Ouais. vraiment déjà, j'aurais, vraiment fait plus de recherches en termes de SEO sur le pseudo. Parce que là, j'en ai pas fait du tout, parce que c'était pas du tout prévu que ce soit un outil pour moi pour développer mon business et donc en fait, j'ai pas du tout fait de recherche en termes de SEO, en termes d'optimisation, de voilà, de nom de recherche. Heu et en fait, il s'avère que, là, il y a quelques enfin, ça fait un moment, du coup, maintenant que, bah, voilà, j'ai bien compris qu'en fait, en termes de SEO, c'était pas du tout idéal. Parce qu'en fait, quand on cherche Carmina sur Google, on va tomber sur plein de choses, mais pas forcément sur moi. Par exemple, il y a une marque de chaussures pour hommes en cuir, de très, très, très haute qualité qui s'appelle Carmina. Il y avait des boutiques à Paris même et dans d'autres pays. Il y a aussi un film espagnol qui s'appelle Carmina et qui a eu un petit peu de succès il y a quelques années. Donc pareil, si on cherche Carmina film, on va tomber sur le film espagnol qui s'appelle Carmina ou d'autres personnalités en fait qui s'appellent Carmina puisqu'au final c'est un nom qui dans les pays hispanophones est assez commun. Et je sais que maintenant, avec le recul, si j'avais su qu'en fait tout allait peser sur ce pseudo, j'aurais probablement choisi autre chose. Déjà, pour moi-même, quelque chose de plus mexicain, puisque finalement Carmina c'est très espagnol et c'est pas du tout mexicain. Donc peut-être que j'aurais pris quelque chose de plus mexicain et que j'aurais pris quelque chose de beaucoup plus unique pour justement permettre aux gens de me retrouver plus facilement sur les réseaux sociaux et sur les moteurs de recherche en fait. Donc Oui. du coup, c'est pour ça qu'il y a quelque temps, j'avais demandé un peu pour rigoler, à mes followers sur Twitter: «Bon, il faut que je me trouve un nom de famille, parce que tout le monde me connaît comme Carmina et que, en fait, j'ai pas d'identité de nom de famille. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom de famille?» Et donc il s'avère que je me suis dit: «Bon allez, qu'est-ce que je peux mettre? Maintenant qu'on est dans le truc espagnol, poussons le truc à fond» et du coup, j'hésitais entre rajouter cereza qui veut dire cerise. Parce que c'est un mot qui dans une langue, rappelle mon nom à moi. Donc je me suis dit: «Tiens, ce sera marrant de traduire mon nom en espagnol et que ça fasse Teresa», donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» et après j'avais hésité avec De la Cruz parce que De la Cruz ça veut dire la croix et que, je suis un peu connue, enfin en tout cas surtout à l'époque parce que je porte beaucoup de crucifix, qui m'ont été offerts par ma famille au Mexique, même si moi-même je suis pas forcément, croyante, mais voilà, c'est un objet culturel qui m'est proche et donc je me suis dit: «Tiens, est-ce que je mets ça? Est-ce que je mets De la Cruz?» Et en fait, j'ai mis les 2 pour rigoler, pour le temps que les gens votent et choisissent et en fait, il s'avère qu'il y a des journalistes qui ont commencé à reprendre le nom, OK. comme Donc tel qu'il était sur, Cereza Veracruz. Cereza de la Cruz. Veracruz. Donc maintenant, c'est un truc complètement à rallonge qui n'a aucun sens, mais qui fait que du coup, les gens me trouvent, beaucoup plus facilement, quand ils arrivent à le taper bien et de toute façon, même avec les fautes, maintenant ça va. Maintenant, les gens me trouvent parce que j'ai mis un truc à rallonge, mais qui du coup, est unique, mais pas pratique, mais marrant. Donc je me dis: «Bon, c'est pas pratique, mais j'ai gagné en rigolade, à la place», donc voilà. OK, donc tu as dû reconstruire toute une identité derrière ça? Mmh, Et vraiment. là et là, pour le moment, au niveau de tout ce que tu as rédigé, tout ce que tu as créé comme contenu, ça match ou En tu fait, le truc, c'est que j'ai pas changé Carmina.
Donc du coup, il y a pas de j'ai pas de vrai changement à faire parce que les gens me connaissent toujours comme Carmina. Sauf que sur tous les nouveaux réseaux sociaux, genre par exemple TikTok, j'ai vraiment mis, Carmina Dela Cruz ou Carmina Ceresa Dela Cruz et donc là, maintenant, les nouveaux gens qui arrivent, ils tapent ça sur Google et là, ils me trouvent plus facilement. Parce que justement, j'ai optimisé tout le SEO de et d'ailleurs, il faudrait que je refasse une passe parce que c'est un travail qui n'arrête jamais en fait d'optimiser tout le temps. J'ai optimisé tout le SEO, c'est-à-dire que sur mon blog, sur, mon site internet et sur tous mes réseaux sociaux, même sur LinkedIn, j'ai mis ce nom-là complet. Donc en fait, maintenant, quand on cherche Carmina Dela Cruz ou Carmina Salsa Dela Cruz, on me trouve très facilement. Donc je OK. sais que j'ai gagné en visibilité, c'est sûr, sur, enfin surtout grâce à TikTok qui est vraiment une appli avec une viralité qui est incroyable. Et grâce à ce petit changement, qui est pas grand-chose en fait, mais ce petit changement de branding qui m'a du coup permis d'être plus facile à retrouver et dans la ligne de métier qu'on fait, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme censure sur les réseaux sociaux par rapport au contenu adulte, il faut qu'on puisse exister, il faut qu'on puisse être visible et il faut que les gens, ils puissent nous retrouver ailleurs parce qu'on sait qu'on va être sans cesse banni, supprimé, Ouais. effacé, shadowbanné, tout ce qu'on veut, censuré. Donc il faut aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir cette marque, d'avoir une reconnaissance, que les gens, ils savent qui on est, pour pouvoir nous retrouver facilement le moment où le compte Instagram va disparaître, le moment où le compte TikTok va disparaître, le moment où voilà. Ouais, c'est des choses que tu n'avais pas forcément réfléchi, à l'époque Bah, à où, l'époque, il y avait pas besoin parce qu'en fait, à l'époque, moi, quand j'ai commencé on va dire que j'ai commencé vraiment en 2014. En 2014, il y avait pas besoin de se battre à ce point-là parce qu'en fait, on avait le tout droit début d'être, d'Instagram? oui, on avait le droit d'être sur Instagram justement. J'avais un compte Instagram, qui était chouette, où il y avait pas je postais jamais de nudité parce que enfin ça fait partie un peu du métier, mais en fait, on sait que il faut, entre guillemets, «garder tout ce qui est possible pour être derrière les paywalls», en fait. Donc Ouais. il y avait jamais de nudité sur mon compte Instagram, c'était toujours un compte où je postais, voilà, enfin des en plus souvent des photos de moi en festival, ou des photos où j'étais, absolument habillée et cetera et je me suis fait supprimer mon compte Instagram en 2019, donc après 6 ans. Ça Lourd veut dire que quand j'ai même. perdu 6 ans d'archives, de contacts pro, de messages perso des potes, des archives que j'ai plus, en fait, parce que c'était des photos, des Insta, des stories qu'on avait postées à la volée et que Impossible de le récupérer. impossible, impossible, supprimé pour en plus aucune raison particulière. Parce que je me souviens très bien que la dernière chose que j'avais postée sur ce compte Instagram, donc c'était début 2019, la dernière chose que j'avais postée sur ce compte Instagram, c'était, un passage piéton arc-en-ciel, il me semble que j'étais à Barcelone et il y avait les passages piétons arc-en-ciel et du coup j'ai posté ça et quelques heures après je me suis fait supprimer. Donc un timing vraiment malheureux, mais pas surprenant non plus parce qu'on sait que les contenus LGBT se font également souvent censurer. Mais à l'époque, je me suis dit: «Oh quand même, ça peut pas être ça, ça doit être, il doit y avoir un truc qui passe pas ou quelque chose comme ça» et j'ai jamais pu récupérer le compte donc mais ça a été vraiment une perte, parce que enfin, imaginez n'importe qui aujourd'hui, qui a un compte Instagram pour son travail. Imaginez-vous ce que ça peut faire du jour au lendemain de perdre ce compte Instagram. C'est-à-dire de perdre tout le travail et moi ça faisait 6 ans de travail perdu parce qu'aujourd'hui plus que jamais l'Instagram, c'est l'endroit où tout est centralisé, les contacts de travail, moi les journalistes qui me contactent, les gens pour travailler ensemble, les collaborations, les acteurs, actrices qui veulent travailler avec moi ou moi quand j'ai besoin de faire, quand je fais un documentaire, comment je peux, joindre les gens. Tout est sur Instagram. Ouais, c'est là où il faut vraiment réfléchir, la l'ampleur de ce que c'est un Mmh, compte Instagram. C'est pas mmh. juste du loisir ou voilà du fun, et puis il y a toute une identité derrière. Donc toi, justement comment tu fais la différence, le switch entre, ton récit de ton récit perso et le toi public? Est-ce que tu as plusieurs réseaux? Est-ce que tu Alors, j'ai, tout de suite en fait, dès que j'ai compris que le personnage de Carmina, il allait être plus important que je pensais, j'ai commencé à créer des réseaux sociaux en double partout au nom de Carmina. Heu, Parce que aussi, je voulais que si les gens, ils me cherchent sur les réseaux sociaux, qu'ils me qu'ils trouvent Carmina, en fait. Parce que comme ça, je me disais, ils allaient pas fouiller plus loin et trouver forcément mes réseaux sociaux personnels et cetera. Donc j'ai tout créé en double et donc il y a eu un moment où j'avais, 2 comptes Facebook, 2 comptes Instagram, 2 comptes Twitter et cetera et cetera et je trouvais que déjà
Je trouvais que déjà c'était beaucoup à l'époque parce que c'était, voilà, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on n'avait pas forcément des multiples comptes Instagram, on en avait un, chacun et voilà. Donc j'ai toujours tout séparé depuis le départ, pour me préserver moi et à la base, c'était aussi pour préserver ma famille parce que comme j'ai un nom assez particulier, je me disais: «J'ai pas envie qu'on retrouve ma famille» parce que ça, c'est quelque chose qui est une réalité, en fait, dans mon métier, c'est que, les gens sont très malveillants et c'est un truc qui arrive très souvent que des personnes malveillantes, en fait, prennent des screenshots sur internet et les envoient à notre famille. Et j'ai beaucoup, beaucoup de collègues à moi, dont, les parents, des cousins, des tantes, des oncles, des frères, des sœurs ont reçu des messages, avec des screenshots de nos réseaux de travail où les gens disaient genre: «Ah, t'as vu ce qu'elle fait ta fille sur internet, quelle honte» et cetera. Donc des trucs très malveillants. Donc moi, j'avais vraiment besoin de me protéger de ça et donc j'ai tout créé en double. Ce qui m'a aussi permis de construire un peu le branding justement autour de Carmina parce qu'en fait, ça me permettait de tweeter des trucs qui étaient en rapport avec, bah, voilà, les articles que j'écrivais à l'époque, avec mes recherches que je faisais à l'époque, et de vraiment en fait commencer à créer un ouais, à créer du parce qu'à l'époque on disait pas ça, mais à créer du contenu, pour solidifier aussi moi, mes recherches, la manière dont j'avançais, la manière dont je réfléchissais un peu à tout ça, comment je me suis politisée et cetera et cetera. Donc j'ai tout créé en double, mais ce que ça a fait au final, c'est que, même si avant j'avais tendance à beaucoup poster moi personnellement sur les réseaux sociaux, en tant que moi-même, en fait, ce que ça a fait, c'est que j'ai de moins en moins posté, j'ai de moins en moins posté sous mon vrai nom, en fait. Sur ton Ouais, profil un peu personnel? c'est ça. Parce qu'en fait, je me rendais compte que en fait, je me suis rendu compte de à quel point ça nous expose aussi, les réseaux sociaux. Et j'avais pas spécialement envie, en fait, d'être exposée parce que je l'étais déjà, en fait, dans ma vie professionnelle, donc j'avais envie que ma vie privée reste privée. Par exemple, je vais jamais poster des photos de mes proches, je vais jamais poster des photos, mon copain ou ma copine, jamais je vais faire ça parce que ça fait partie de la vie privée et que étant maintenant une figure publique, je veux me préserver de ça et ça s'est fait, en fait, assez naturellement. C'est-à-dire que plus je postais en tant que Carmina, moins je postais en tant que moi-même parce que j'avais pas envie, j'avais envie de préserver et de me protéger. Donc actuellement, j'ai je sais pas combien de comptes en fait au nom de Carmina parce que, bah, avec la censure, avec le shadow ban et tout, on est obligé de toujours recréer des trucs et puis, bah, du coup, moi, je crée à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je crée un compte Instagram parce que je sais que je peux risquer de m'en faire fermer un à tout moment. Donc en fait, j'ai, je sais pas, peut-être, des comptes Instagram là actuellement que je manage moi, il y en a peut-être, je sais pas 6 ou 7 ou quelque chose comme ça et j'ai mon petit compte Instagram privé, mais où je poste quasiment jamais rien, si ce n'est peut-être une photo de voyage de temps en temps ou le pad thaï que j'ai mangé ce midi et voilà. Au départ, c'était ça, c'était qu'au départ mon pseudo et tout le personnage, c'était, une carapace pour me cacher derrière, dans un moment de ma vie où j'avais besoin, en fait, d'être cachée, où j'étais pas sûre de moi, en fait et que tout ce que j'ai fait, donc ces 10 dernières années d'incroyable, en fait, parce que en fait, ce milieu m'a ouvert des portes et m'a fait comprendre plein de choses sur moi et m'a donné confiance en moi et m'a donné la confiance de porter des projets que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Enfin, vraiment, l'année dernière, on a sorti un documentaire qu'on a complètement autoproduit et autoréalisé, un film documentaire qui est passé dans des cinémas, dans des festivals, donc enfin un truc que j'aurais jamais pu penser faire en fait, parce que j'avais pas fait les études pour et parce que jamais dans ma vie je me suis dit: «Oui, je peux être, autrice, je peux être, artiste», c'était pas un truc qui était possible et en fait, c'est ce personnage que j'ai créé, en fait, qui m'a portée vers le haut et qui m'a donné la force et le courage de faire ça et maintenant ce qui est un peu rigolo, c'est ça, c'est qu'en fait, quand je disais un peu, que c'est un truc un peu de super héros, c'est que j'ai même l'impression des fois il y a des tenues, par exemple, que je porte, quasiment que pour le travail et que j'appelle des robes de Carmina, par exemple. Que c'est vraiment, un certain style ou certains vêtements, en fait, que je sais que je vais porter vraiment que, ou en tout cas spécialement quand je vais être en représentation parce que c'est les robes qui font aussi le personnage et puis une fois que j'enfile cette tenue et que parce que je fais le maquillage d'une certaine manière, je mets des tenues d'une certaine manière, et là, j'ai un peu l'impression, genre: «Ah ça y est, je suis dans la peau du personnage», même si maintenant le personnage, c'est moi, en fait. Parce que tout ce que je dis plus ou moins maintenant sur internet, c'est quasiment tout est vrai, c'est moi. Mais ça me donne un peu un truc de en fait, le branding, ouais, il me lift vers le haut, quoi. Je sais pas comment dire, il me donne encore plus la confiance et quand j'ai la petite tenue, le maquillage, les chaussures de Carmina, bah, j'ai ce truc de,
c'est bon, on y va, c'est parti et la confiance qui est vraiment à fond et ça et c'est trop marrant, en fait, c'est trop marrant. C'est ce côté, en fait, tu rentres dans la peau d'une actrice, en fait, une vraie Mmh, actrice et c'est ça qui te donne du courage oui, pour, du coup, assumer, ton rôle absolument. et du coup, je m'interrogeais, du coup, tu parlais du fait que tu avais plusieurs comptes, plusieurs profils. Mmh. Heu, Tu disais 6-7. Alors je sais pas après si c'est, uniquement tes personnages ou tes profils perso, mais comment tu fais pour, rédiger tes posts? Est-ce que tu as l'impression que tu dois à chaque fois, réfléchir d'une manière ou Oui, oui, vraiment trouver oui, un parce angle? que en fait, il y a là, par exemple, moi, j'ai, en tant que Carmina, j'ai deux on va dire 2 personnages qui sont très différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment la Carmina qui est politisée et qui est, on va dire, le cœur de mon travail parce qu'aujourd'hui, c'est la réalisation, la production et le militantisme qui sont le cœur de mon travail. Donc il y a cette Carmina-là qui est politisée et qui va parler beaucoup de politique, qui va parler de féminisme, qui va parler du droit des femmes, du droit des travailleurs du sexe, des lois qui sont en train de passer, des trucs horribles qui sont en train de se passer avec la censure en France, avec la vérification d'âge, et cetera. Donc ce personnage-là, il fait ça c'est un des personnages que les gens aiment le plus suivre parce que voilà, bah, j'essaye de partager mes savoirs, et cetera, quoi. Et puis j'ai continué à écrire des articles, parce que j'ai commencé les articles en 2013 et je crois que les derniers qu'on a rédigés, ça devait être en 2021-2022, donc pendant quasiment 10 ans, j'ai continué à écrire des articles, à militer. Et en fait, j'ai un autre personnage qui, on va dire, une sous-partie de Carmina, qui est la Carmina qui, du coup, va être complètement à fond sur le sexy. Parce que, en fait, pour vendre ce que j'ai à vendre, j'ai besoin d'avoir un personnage qui est pas politisé du tout. Donc c'est hyper triste, c'est à cause du sexisme et à cause du patriarcat. Mais en fait, il s'avère que pour vendre du sexy, on peut pas parler de politique en même temps. C'est pas sexy pour tout le monde la politique. Au contraire, il y a des clients qui savent que en fait, ils viennent chez moi parce que je suis aussi politisée et que je prends la parole et cetera et ça les intéresse en fait d'être face à une femme forte et cetera. Oui, il Mais y a la ceux qui sont plupart des étrangers gens à ça et qui cherchent juste, voilà, qui et en fait, c'est quelques normal parce qu'en fait, on est des personnes qui sont aussi là pour, le divertissement des gens, pour leur donner du plaisir. Donc en fait, c'est OK de vouloir poser son cerveau pendant 15 minutes et ne pas parler politique et ne pas parler féminisme pendant 15 minutes parce qu'on est sur les 15 minutes de plaisir. Donc c'est pas du tout un souci. Mais du coup, moi, ça m'oblige en termes de branding à justement avoir d'autres profils où là, par contre, je vais poster que des trucs qui sont sexy, que des petits textes du coup qui vont avoir un ton qui est beaucoup plus séducteur, où ça va être des photos de moi qui sont également beaucoup plus séductrices, et où là on va pas du tout parler de politique, on va pas parler de féminisme, on va pas parler du capitalisme qui nous écrase, non, non, non. On parle que de «Ah c'est sexy et regardez ma nouvelle tenue et regardez les jolies chaussures et comment vous allez ce matin? Dis donc j'ai» enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Donc ça donc fait pas de déjà double discours, jamais de double discours, c'est, unilatéral à chaque fois, tu choisis, C'est séparé, ton ouais, chapeau. c'est vraiment séparé. C'est vraiment séparé, même si les gens qui me suivent sur mon profil principal savent très bien ce que je fais dans la vie et du coup, il y a des gens qui suivent les 2 profils parce qu'ils sont intéressés par les 2 facettes. La plupart, une grande partie en tout cas. Mais oui, du coup, déjà, je sais que pour ça, il y a déjà 2 discours complètement différents. Donc quand je rédige tous les contenus, je suis obligée de me mettre entre guillemets, on va dire que mon profil principal, c'est plutôt un personnage. Donc quand il y a un truc qui m'énerve, je vais le dire. Je vais dire: «Ah, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est terrible, ça m'énerve», je le dis. Mais quand je vais être sur le personnage sexy, là oui, je suis un peu, c'est un peu il faut romancer quoi. Donc j'aborde les choses beaucoup plus dans un terme de narration, et cetera. Donc c'est beaucoup plus romancé. Et après tous mes autres profils que j'ai en fait, c'est parce qu'en fait tous mes projets différents, ils ont un compte différent. Donc par exemple, j'ai un compte pour mon studio de film, Carreros Film, où je dois en fait, inciter les gens à s'abonner. Donc là, c'est un profil qui est beaucoup plus axé sur le marketing, sur et découvrez le nouveau film et voici les liens et reposter, republier parce qu'en fait, c'est un truc pour vraiment avoir une présence et pouvoir attirer des abonnés. OK, il y a une J'ai le page, profil une chaîne YouTube ou non, Twitch, non? non, pas pour ça. Les films, c'est vraiment juste un compte Instagram et je crois un compte Twitter et maintenant Blue Sky parce qu'on j'utilise plus trop Twitter. Hem Et du coup, voilà, ça, c'est un truc de, le film du mois, il vient de sortir, des extraits, des photos, des liens, vraiment du call to action à chaque fois, donc très, très,
très, très, axé genre: «Abonnez-vous» quoi, parce qu'en fait, c'est le but, il faut que les gens, ils supportent le projet, sinon je peux plus rien faire. Après, j'ai un compte pour le documentaire qu'on vient de sortir qui, du coup, va annoncer les nouvelles projections, les trucs comme ça. Donc là, c'est plus un truc cinéma, donc on est plus sur, voilà, faire découvrir les images, remercier les cinémas dans lesquels on est des partenaires, montrer qu'on est allé à tel festival et qu'on a été bien reçu. Donc c'est encore tout un autre Ouais. univers, en fait, à mettre en avant. C'est plus une mise en scène, Non, personnelle, pas du tout. oui. Et après, je viens de créer un compte du coup pour le podcast que j'ai lancé au mois de juillet. Et donc là, c'est encore complètement autre chose parce que le podcast, il s'agit de faire de la viralité parce que c'est comme ça que je vais pouvoir en fait avoir des followers et me faire découvrir. Donc là, c'est faire des reels tout le temps, des reels avec des extraits du podcast et malheureusement tout censurer le plus possible parce que là, avec les chiffres, j'ai vraiment une preuve du shadow ban, qu'on ne peut pas faire plus clair, parce que là, j'ai les chiffres, sur mon nouveau compte Instagram du OK, quand podcast. tu dis, shadow ban, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as interviewé des personnalités, En fait sur des sujets qui n'ont pas été, en fait, acceptés? le podcast en entier, le podcast d'ailleurs s'appelle «Démonétisé» parce que, Ouais. je vois bien où on va avec ce podcast. Parce qu'en fait, c'est un podcast où j'interviewe des personnes qui travaillent dans le milieu pour adultes, sans aucune censure. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le discours qu'on va avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est très, très censuré, très, «Oh on parle pas de sexe» ou «Il faut utiliser des euphémismes» ou des emojis. Non. Ça, j'en ai marre, j'en peux plus de voir écrit, sexe avec des G au lieu d'avec des X, c'est pas possible. Donc en fait, le podcast, on parle de porno, on Et parle de sexe. c'est valable, je te coupe, hein, désolée, à la fois pour le Ah mais sexe, pour mais tout aussi le monde! pour le politique. Mais pour tout le monde! Génocide, par exemple, où, Oui! on écrit génocide avec un C. On peut pas écrire viol, on peut pas écrire violence, on peut pas écrire suicide, c'est devenu hyper grave. Et donc j'ai dit: «Je vais pas rentrer dans ce jeu-là, on va pas faire un podcast où on parle de porno en euphémisme pendant 1 heure, ce n'est pas possible». Donc en fait, dans le podcast, on parle librement. C'est-à-dire qu'on va parler et utiliser les mots qui sont dans le champ lexical de la pornographie, du cinéma, de la sexualité. Donc on nomme les choses comme elles doivent être nommées. Et en plus, des fois, il y a même des gros mots parce que la dernière fois, il y a un des épisodes où en fait, on parlait des messages qu'on recevait, dans nos DM ou des titres qu'il peut y avoir sur les films, sur les sites internet. Et donc c'est vraiment, c'est ultra vulgaire, mais dans le bon sens du terme, si je peux dire. Mais du coup, ça, sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas. C'est-à-dire que j'ai fait le test en faisant, un reel d'1 minute où on parle avec mon invité pas du tout de porno et de sexe. C'est-à-dire que vraiment, je lui ai posé une question qui n'a aucun rapport pour vraiment faire le test. Je crois que je lui ai demandé genre: «Ah, qu'est-ce que tu aimes bien manger en ce moment? C'est quoi ton plat préféré en ce moment?» Donc pendant 1 minute, on parle de bouffe, elle me dit: «Voilà, en ce moment, je suis à fond sur les concombres», donc elle me parle de sa salade de concombres. Bah, on peut pas faire plus neutre, pour le Voilà, coup. on peut pas faire plus neutre. Ce reel-là, alors que j'avais le compte tout neuf, donc il y avait peut-être 50 abonnés, il a fait 55 000 vues. La semaine suivante, j'ai sorti un reel où on parle de notre métier, donc pour le coup, avec aucun mot, on parle pas vraiment de sexualité, il y a pas de mots forcément vulgaires et cetera, mais juste on parle de notre travail. Elle dit: «Ah bah voilà, moi je me suis lancée là-dedans parce que nin je sais pas quoi». Le même compte Instagram, il a fait 2 000 vues, alors que le précédent avait fait 55 000. Est-ce qu'on peut faire, confiance à l'algorithme, de d'Instagram, ou alors on se dit que c'est vraiment une volonté C'est sûr que c'est une de cacher volonté. le contenu? C'est sûr que c'est une volonté. C'est pas une question d'algorithme. Parce que j'ai du coup, maintenant, il doit y avoir une dizaine de reels sur le compte. Les reels où ça parle de sexe, où ça parle de porno, ils vont maxi faire 5 000 vues. Est-ce qu'il y a, ce système-là de personnes qui peuvent signaler, ou est-ce que, il y a des contrôles Instagram qui se font automatiquement avec Oui, les c'est mots qui automatique, en ressortent? fait, parce que ça a même pas le temps de décoller. Ça a même pas le temps de décoller, c'est automatique. S'il y a des en fait, tous les mots sont analysés. En plus, enfin, je veux dire, ils sont sous-titrés, les trucs, donc ils savent très bien. Et en fait, il y a certains mots, certains comptes, certaines personnes qui sont automatiquement shadowban. Et donc aujourd'hui, mon problème, c'est comment je fais pour faire la promo de mon podcast, alors que je peux pas la faire? Via Je un canal, Comment je bah, fais? populaire comme Instagram. Parce que Est-ce qu'il y a en plus, c'est pas du contenu éducatif, c'est du contenu politique, c'est du contenu féministe. Et en fait, je suis censurée, je suis bloquée, j'ai pas le droit d'en parler. Et c'est terrible parce que
Déjà, c'est totalement injuste. Enfin, c'est vraiment en plus clairement une atteinte à la liberté d'entreprendre Ah à ce niveau-là, complètement, parce qu'en fait, complètement. moi, si je fais pas de chiffres, je vais fermer ma boîte, en fait. Il y a il y a une influenceuse, qui s'appelle Justine Lossa, peut-être que tu en as entendu parler? Oui, Voilà, elle publie régulièrement des vlogs et parfois, en fait, elle, parle des masculinistes que, voilà, elle trouve sur YouTube, voilà et je crois qu'elle a eu des censures, récemment, en fait, sur des oui, contenus où justement, où il y a une apologie du viol, par exemple et je me dis, effectivement, pourquoi on arrive à retrouver justement des contenus de masculinistes, mais qui n'ont pas été censurés et à côté de ça, on va avoir, des contenus qui sont, complètement, bah, comme tu disais, pédagogiques ou du moins qui te permettent d'en savoir mmh, plus sur des gravités, oui, oui. qui sont faites aux femmes. Enfin bref, je suis d'accord, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus et d'ailleurs je crois que TikTok, c'est un peu le même combat. Oui, C'est pareil de ce côté-là aussi, tu oui, reconnais des c'est censures? alors j'ai envie de dire c'est moins pire, mais même chose en fait enfin et en fait TikTok, il y a un truc qui est encore pire. C'est ce qu'on appelle, aujourd'hui entre nous, c'est un peu l'économie de la haine, TikTok. Mmh. Il y a une des créatrices, de contenu qui est dans mon documentaire, donc qui s'appelle, Inopia, qui a résumé ça, une fois dans une phrase et j'ai trouvé ça, a absolument clairvoyant ce qu'elle a dit. Elle a dit: «En fait, notre métier, c'est monétiser le cyberharcèlement» et c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que TikTok, si on veut être viral, si on veut être vu, il faut faire un truc qui va faire réagir les gens, mais de manière toujours un peu forcément négative, en fait. Parce que Oui, dans c'est le des gens qui ont choc. des choses Ouais. négatives à dire qui commentent. Et donc, premier TikTok que je poste, donc pour le podcast, par exemple, c'était, donc une de mes intervenantes qui disait qu'en fait, elle s'est lancée dans la création de contenu, parce qu'en fait, elle était, précaire, qu'elle était étudiante et qu'en fait, elle savait pas comment faire pour gagner de l'argent, assez rapidement parce qu'en fait, elle avait besoin de ça et qu'elle travaillait dans un fast-food, mais elle se disait: «En fait, je peux pas faire ça, c'est pas possible, je veux autre chose» et donc elle a essayé du de se et donc elle disait juste ça, elle disait: «Bah, j'étais très précaire, donc voilà, je me suis dit que c'était une manière rapide de gagner de l'argent, même si c'est difficile comme métier» et cetera et cetera. Donc compte vierge, pas d'abonnés, rien du tout, 70 000 vues parce qu'il y a 300 commentaires haineux sur le premier TikTok. Et en fait, TikTok, c'est ça. Il y a un petit peu de shadowban et un peu de censure et je vois bien que selon ce que je vais dire, parfois, bah, ça va être supprimé ou ça va être caché, ça va être masqué, mais la plupart du temps, ça va. Mais si on veut faire les vues, il faut choquer les gens. Et c'est pour ça que TikTok, laisse aussi la porte ouverte à ce genre de contenu parce qu'ils Oui, savent aussi parce que c'est que ça qui crée et en fait, ce qui est terrible, c'est l'engagement. que TikTok, il montre des contenus aux gens. Parce que, par exemple, il y a plein de gens qui me reprochent d'être sur TikTok parce qu'ils me disent: «Ah oui, mais tu te rends pas compte, il y a des ados sur cette appli». Il y a pas d'ados dans mes vues. Moi, les commentaires et les vues et les likes que je reçois, c'est des Jean-Michel, c'est des Robert, c'est des machins parce qu'en fait, C'est TikTok, ultra ciblé, c'est il ultra sait à qui ciblé. montrer les choses et ce qui m'amène à dire qu'ils font exprès de montrer notre contenu à des gens dont ils savent Bah, bien sûr. qu'ils vont mal réagir et qui vont insulter les gens qui sont en vidéo, en fait. Parce que TikTok a les moyens à 100 de montrer mon contenu à des gens qui ne sont intéressés par le contenu et Bien pas à sûr. des gens qui vont venir me hater, me dire que je ferais mieux de me suicider, que je devrais mourir, que je vais aller en enfer, que tous mes amis et ma famille vont avoir honte de moi et en fait ça, le quotidien aujourd'hui sur TikTok, c'est ça. C'est, se faire cyberharceler pour faire des vues et donc pour faire son chiffre et ce qui est terrible, c'est que je l'ai testé, ça marche, sans aucun doute. Et Ça aujourd'hui, fonctionne. c'est ça qui te J'ai pousse ouais, à vouloir j'ai eu démonétiser aussi, ouais. bah, tes comptes. J'ai eu, un des TikTok que j'ai fait, je crois qu'il a fait 2 millions de vues. C'est juste moi qui explique, bah, voilà, je m'appelle Carmina, je fais du porno alternatif, donc je vous raconte un peu comment ça se passe. Le porno alternatif, c'est ça, 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 je fais ça parce que j'aime bien et que j'ai envie, de créer des contenus différents, nin et 1000 commentaires haineux dessous et 2 millions de vues et le mois qui a suivi ce TikTok qui est viral, j'ai doublé tout le chiffre d'affaires sur tous mes projets. Et est-ce que tu as un contenu aujourd'hui que tu peux, citer avec fierté en disant, «Ça a marché, j'en ai dégagé, ben, un cachet ou en tout cas, un budget et en même temps j'ai pas eu de haters derrière». Est-ce que c'est Aucun, arrivé que tu aucun. aucun?
Aucun. C'est soit j'ai pas de, enfin, par exemple, le documentaire, on en est super fiers, on est trop contente d'avoir fait un film, mais c'est impossible de le distribuer parce que ça parle de sexe, que ça parle de porno et du coup, même si ce commentaire-là, bah, il y a pas eu de hate autour parce que, bah, les gens ont été super bienveillants et positifs et l'ont loué et l'ont il y a des festivals qui l'ont diffusé. Mais en fait, on n'a pas fait de chiffres sur ce documentaire. On s'est pas payé. Parce qu'il y avait pas assez d'argent et qu'en fait, le truc ne circule pas assez pour qu'on puisse se rémunérer sur ce projet. Donc en C'est gros, le j'ai le serpent choix qui se mange entre la queue, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc en gros c'est très compliqué, ouais. donc en gros aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression d'être enfermé dans cette image que tu as construite et qui te permet quand même de subvenir à tes besoins et qui en même temps n'est pas forcément toujours, en cohérence avec tes valeurs? Non, pas du tout. Non, non, vraiment, moi, je suis contente de faire ce que je fais. Je suis contente d'en être là où j'en suis parce que je sais très bien qu'en fait, sans le porno, j'aurais pas fait la moitié des choses que j'ai fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux te dire, bah, en fait, ouais, je suis réalisatrice de films, je suis productrice de films, j'ai créé ma propre société, je produis des contenus. Le podcast, pareil, il est autoproduit, c'est moi qui le fais. J'ai la chance d'avoir un public qui me suit depuis 10 ans et même si justement, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins avec tout le travail que je fais, je sais que je le fais pour les bonnes raisons et parce que j'aime ça. Là où ça m'emmerde vraiment, c'est que moi j'aimerais, par exemple, j'aimerais pouvoir aller au CNC, donc au Centre national du cinéma et leur dire: «Bah, voilà, j'ai besoin de subventions pour mon entreprise parce que je produis des films, mais voilà, bah, j'ai besoin de subventions», comme toutes les boîtes qui produisent du cinéma, en fait, en France. Mais en fait, parce que je fais du porno, j'ai pas le droit aux subventions. Parce que je fais du porno, j'ai pas le droit à avoir un prêt de ma banque. Parce que je Est-ce fais du porno, j'ai pas le droit d'avoir des investisseurs, parce qu'ils ont pas envie d'investir dans mes projets. J'ai pas de sponsoring, j'ai pas le podcast s'appelle démonétisé parce qu'en fait, je vais pas avoir l'argent de YouTube, je vais pas avoir l'argent de TikTok Ça va et être c'est ça complètement qui indépendant. Mais c'est parce obligé. qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas encore compris, je pense, l'ampleur de l'utilité de ce genre de contenu Mmh, qui vont servir ensuite aux générations qui arrivent. Parce que ces oui, générations-là, aujourd'hui, elles ont pas la chance, notre chance, je dirais, parce qu'on est millennials, je pense, mmh, on parle en tant que personne née avant, le tout réseaux sociaux, quoi et nous, on a la possibilité de faire la part des choses. Les nouvelles générations, elles ont moins, d'accompagnement là-dessus et je pense que du coup, un contenu comme ça, un documentaire comme ça, devrait être financé pour ces raisons-là et oui, c'est vrai que c'est là où il y a un problème, de compréhension, des pouvoirs publics. oui. Oui, oui, c'est triste en vrai, parce que le problème, c'est que on l'a en fait, ce documentaire, on l'a fait en full indépendance parce qu'on savait que, si on s'associait avec des sociétés de production qui avaient plus d'argent, en fait, dès qu'on a commencé à parler avec des sociétés de production, il a été question en fait, de faire les choses, mais pas de la manière dont on l'entendait. C'est-à-dire avoir un droit de regard sur le scénario, avoir un droit de regard sur la réalisation ou par exemple, il y a une des sociétés qui nous avait dit, «Ah bah, c'est possible que genre il y ait pas d'argent à vous donner, mais on peut vous prêter de la force de travail», donc par exemple des monteurs. Mais sauf qu'en fait, nous, on voulait pas travailler avec des hommes sur ce film, on voulait travailler qu'avec des femmes. Et donc, ça veut dire que déjà, on partait à l'encontre de nos principes. Donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on risque de le faire en indépendante en se disant que bah il y aura pas d'argent. En fait, on avait déjà tellement peu de chances d'avoir de l'argent qu'on s'est dit, on va pas en plus s'asseoir sur nos valeurs et sur les choses qu'on a envie de faire passer, enfin sur le message qu'on a envie de faire passer, si déjà de base on sait que, enfin que ce sera enfin que en fait la contribution financière, elle sera minime en face. Est-ce que ça vaut le coup de s'asseoir sur ces valeurs? Donc en fait, c'est toujours des choix. Je suis toujours en fait, moi, ma vie, c'est ça, c'est que je suis toujours en train de faire un peu le moindre mal, quoi. Genre, est-ce que je poste un extrait du podcast où on parle de sexe, mais du coup, quitte à pas être visible, à pas être shadowban, mais qu'au moins les gens ils comprennent de quoi on parle? Ou est-ce que je poste un extrait du podcast où on parle de salade de concombre et que du coup les gens ils le voient et ils se disent: «Ah bah sympa ce podcast de cuisine», alors qu'en fait c'est pas du tout un podcast de cuisine? Qu'est-ce que j'ai jamais le choix, en fait. Je suis toujours en train de devoir, D'équilibrer, louvoyer pour, ouais. ouais. Bah, le projet, qui te tient à cœur, c'est de garder, l'essence de tes valeurs derrière Ouais, tout ça, du mieux que tu peux. Je crois que c'est ça, ouais, ce ouais, que je ouais. comprends. Parce que mine de rien, du coup, toute cette histoire de personal branding, c'est OK, mais c'est aussi en cohérence avec, une personne, une personnalité et un storytelling que toi tu as construit Oui, et justement, bon là, je me suis un petit peu enfin, on s'est un peu, égaré dans le monde,
de tout ça, de toutes ces histoires de format et de comment, s'en sortir avec les contenus qu'on crée. Mmh. Mais, qu'est-ce que tu aurais des conseils à donner, à celles et ceux qui voudraient, construire une image aujourd'hui impactante, sur les réseaux sociaux, Il y a, ouais, tout en il y a mettant en un avant truc, leur en personne? fait, je pense qu'il y a un truc qu'il faut faire et qu'on a tendance à pas assez faire et moi, je sais que je l'ai pas assez fait et il y a plein de gens que je connais autour de moi qui l'ont pas assez fait, c'est qu'en fait, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut se poser et il faut planifier. Même si on parle surtout maintenant qu'on sait ce que c'est les réseaux sociaux, on sait ce que c'est que d'être influenceur, on sait ce que c'est, TikTok, on sait. Donc en fait, il faut s'asseoir et réfléchir avec soi-même, et vraiment se faire un plan. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mon but final? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qui j'ai envie de montrer sur les réseaux? Avant de poster quoi que ce soit. De tout avoir un peu tout réfléchi et tout planifié Et avant, en fait. planifier sur la durée, c'est-à-dire sur combien de temps? Parce que finalement, comme les choses évoluent Je énormément. pense pas forcément que c'est une question de durée, je pense que c'est plus une question justement de valeur. En fait, c'est qu'on réfléchit pas à soi-même en termes de marque et si on choisit cette vie, en fait, justement d'être sur les réseaux et d'être Et de se visible, montrer. de se montrer, il faut se rendre compte qu'en fait, on est la marque et il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait une histoire à raconter autour de la marque, en fait et ça, c'est des choses qu'il faut décider avant. Parce Ça, c'est des choses qu'il qu'aujourd'hui faut vraiment réfléchir avant, quoi. aujourd'hui, il y a aussi, je pense que tu en as entendu parler des UGC, les User Generator Content qui ont Mmh. du coup, ce sont des CM, hein, en gros des CM qui vont être, employés par des entreprises pour, mettre en avant une marque qui n'est pas du coup la leur, mais du coup, en se montrant. Donc c'est là où je trouve qu'il y a une croisée des contenus parce qu'il y a la personne qui se montre pour, valoriser une marque et le visiteur qui va voir le contenu va se dire: «Bah, je fais quoi? Je suis l'influenceur ou je suis, la Mais marque?» c'est exactement ce qui s'est passé avec OnlyFans. C'est que OnlyFans, zéro de budget marketing, pas besoin. Parce qu'en Que des fait, c'est influenceurs. c'est toutes les personnes qui sont sur OnlyFans qui leur font la pub, donc ils ont pas besoin d'investir. Ils ont besoin d'investir en termes d'image, ça c'est sûr, surtout pour faire pour, montrer patte blanche auprès des banques parce que financièrement c'est un autre problème. Mais ils ont pas besoin d'investir dans le marketing parce qu'en fait, c'est les créatrices et les créateurs de contenu qui sont d'ailleurs pas forcément tous des créateurs de contenu pour adultes, mais enfin, c'est ce qu'ils essayent de faire croire, mais il y a un petit pourcentage de, voilà, des cours de yoga, des cours de musique et Pour cetera. C'est vrai. lisser un petit peu, Pour l'image. lisser l'image de marque parce que les investisseurs aiment pas investir dans les trucs pour adultes, ça on le sait. Mais voilà, ça c'est un truc ils ont jamais eu besoin de faire leur pub parce qu'en fait, ils existent à travers les créateurs et créatrices qui, eux, sont obligés de faire du contenu viral, impactant et tout ce qu'on veut sur les réseaux pour attirer les utilisateurs des réseaux sur leur page OnlyFans et où là, ils vont avoir le retour financier, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant parce que justement OnlyFans, ben, eux, en fait, ils ont juste à s'asseoir et à attendre que ça se passe parce que eux, ils ont rien à faire pour ça. Ils ont juste fourni un service et une plateforme et au final, leur marketing, il se fait automatiquement et naturellement. Et il y a rien qui a été, en soi, réfléchi plus que ça, Bah, du côté de l'influenceur. au début, j'imagine que oui, tout au début et d'ailleurs maintenant on le voit parce qu'il y a des nouvelles plateformes qui se créent parce qu'ils ont vu le succès d'OnlyFans et ces plateformes-là, elles sont obligées d'investir à fond, à fond, à fond, à fond dans La la stratégie. marketing et dans la com parce que du coup, là, il y a un là, ils savent qu'il y a un marché mais du coup, il faut prendre une part de ce marché et donc là, pour prendre une part de ce marché, il faut arriver à convaincre que tu es mieux que OnlyFans, que tu es mieux que Mime, que tu es mieux que telle plateforme. Donc là, oui, il y a plein de trucs à réfléchir, des arguments à donner, de la pub, enfin du marketing à investir. Mais de base, OnlyFans, ils sont arrivés plus ou moins les premiers en 2016, si je me trompe pas, Mmh. à une époque où en fait ça n'existait pas encore tel quel les plateformes. Et du coup, ils ont forcément dû convaincre quelques personnes en fait de s'inscrire. Mais une fois que les gens ils ont vu ce que c'était et à quel point c'était pratique et que ça venait vraiment répondre à un besoin de l'époque. Et en plus, si je me souviens bien, alors j'étais pas hyper connectée à ces réseaux à ce moment-là, mais si j'ai bien compris, ils se sont aussi servis de d'autres canaux comme Instagram pour essayer d'infiltrer un petit peu les réseaux de communauté, quoi.
Oui, et ça les a un petit peu aussi, légitimés, je pense, pour beaucoup de followers, masculins, mais pas que, j'imagine et ouais, ça a été aussi un pilier, je pense, pour eux, au début. Ça les oui, a, bien oui, oui, lancés. bien sûr. Au Oui, tout oui, bien sûr. début aussi de la lancée d'Instagram, parce qu'en 2016, ça commençait aussi on était encore dans la période, très fixe, Mmh, images, peu de oui, vidéos, pas de reels, pas de story et oui. est-ce que toi tu as une, en tête, tu projettes des choses positives pour la suite, dans les codes qu'on a, dans la société hyper connectée qu'on a? En Est-ce ce que moment, non. Enfin, en plus, c'est terrible parce que j'ai vraiment, du coup, l'impression de devenir, genre, OK boomer, quoi. Mais en ce moment, avec ce qui se passe partout sur les réseaux, sur X, franchement, moi, au contraire, je suis en train de chercher une manière, si elle existe, de me désengager le plus possible des réseaux sociaux. Je suis, par exemple, en train de revenir à chercher des outils que j'utilisais quand j'étais moi-même CM il y a quelques années où, par exemple, je sais pas, j'utilisais beaucoup Buffer ou ouais, IFTTT à l'époque, enfin voilà, les programmer, du classiques. contenu et pas avoir le nez tout le temps sur ces, écrans? Exactement, exactement. Parce qu'en fait, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que, surtout en ce moment où politiquement, c'est beaucoup trop compliqué dans le monde entier, c'est trop compliqué dans le milieu du porno. Tous les jours, il y a une nouvelle mauvaise nouvelle et vas-y que tel pays, il est en train d'interdire le porno et tel pays qui est en train de fermer, d'imposer la vérification d'âge et cetera et cetera. En fait, enfin, si je regarde les réseaux tous les jours, déjà que là, je suis un peu découragée, je me dis: «Je vais pas y arriver». Donc là, je suis en train, justement, j'avais fait les choses de manière assez organique ces dernières années où vraiment je fais les choses un peu, j'allais dire au pif, en me posant pas assez pour réfléchir et pour poser les choses, comme je sais le faire parce que c'était mon métier à la base, le marketing et la communication. Et du coup, là, maintenant, je suis en train de revenir à ça, à me dire: «En fait, voilà, tu as des marques à gérer, mais il faut que tu arrives à préserver aussi ta personne. Donc comment tu fais? En fait, tu fais comme à l'époque où tu travaillais pour des marques d'autres gens et donc tu utilises les outils qui sont à ta disposition et au lieu de passer 3 jours sur Twitter à machin, tu postes en fait sur Buffer, tu mets sur Buffer les trucs, tu mets sur IFTTT les trucs, surtout que maintenant ils agrègent, il y a Facebook, Instagram, tout est programmable de toute façon. Même Blue Sky, ils sont en train de mettre en place des outils de programmation, Il donc y en a fait même, des systèmes pour se mettre en veille. Alors je sais pas si c'est quelque chose que tu utilises? Bon, voilà, ça permet aussi de déconnecter un petit peu plus quand on est, En fait, oui, hyper je connecté. je fais ça, mais c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un deuxième smartphone Ouais. et donc en fait, tous les trucs du travail sont sur mon smartphone pro et donc le soir, le smartphone pro, il est rangé et c'est fini, en fait. Je suis pas en train de scroller. Mais bon, après, je garde encore sous la main un ou 2 réseaux sociaux sur mon autre smartphone et en fait, je me rends compte que c'est trop compliqué, quoi. Donc C'est oui. démentiel en fait, après le nombre, la le ça devient, comment dire? Des branches de contenu, qui se démultiplient. Je sais que j'ai Oui, vécu oui, ça et j'ai arrêté enfin j'avais pas du tout de personnalité, sur les réseaux, j'ai vraiment, été, un profil un peu fantôme. Mais comme je gérais aussi des comptes pour des marques, j'ai ça m'a quand j'en avais 5, c'était trop pour moi. Alors c'est c'était trop. rien du tout par rapport à toi, mais je me rends compte que c'était juste recevoir des C'est trop. notifications tout Ouais, le ouais, temps. vraiment, c'est trop. C'est vraiment passer sa journée sur les réseaux, passer sa journée à lire des horreurs et en plus, moi, dans mon cas, à lire des insultes toute la journée parce qu'en fait, enfin, moi, mes commentaires sur TikTok, si je les lis, mais j'ai envie de mourir, en fait, le soir à chaque fois. Donc c'est pas c'est ça aussi, ça fait partie des choses donc je pense les gens qui se lancent, en fait, sur internet ou qui lancent une marque sur internet, il faut qu'ils sachent se prémunir aussi de ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en termes de marque et en termes de personnages et en termes de séparer la vie privée le plus possible. Ce qui est vraiment compliqué, surtout dans mon métier. Mais je sais que j'ai plein de collègues qui disent, en fait, quand tu te lances, tu as tendance à vouloir tout partager avec les gens. Tu partages tout. Tu as fait ci, tu le postes. Tu as fait ci, tu le postes. Parce qu'il faut du contenu maintenant obligé. Il faut rappeler aux gens que tu es Et là. Il faut rappeler aux régulièrement, gens. fréquemment. Ouais. Mais j'ai une copine qui dit, en fait, il faut garder des choses pour toi dans ta vie privée. Il faut garder des choses dont tu parles pas. Il faut garder des choses qui sont que à toi, en fait. Parce que sinon, tu deviens fou si tu partages tout et si tous les gens ils partagent tout et ça va pas en fait. Et c'est pour ça que moi je sais que bon bah voilà, par exemple, je parle quasiment jamais, 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 jamais de ma vie privée. Ça peut arriver que je fasse une blague du style genre: «Ah mon copain il m'a dit ça hier, mort de rire», mais voilà, c'est anecdotique.
Sur, les 1000 tweets, il y a eu une fois où j'ai peut-être dit un truc, mais en fait, voilà, ce que je disais, c'est que je poste jamais rien qui concerne ma vie privée. Même mon chat, je le poste jamais sur les Mmh. réseaux. Même Parce que pas c'est sur mon un compte chat, c'est vraiment mon ultra personnel, tu n'as pas de compte où tu partages ton quotidien? bah, je le fais plus parce qu'en fait, j'en ai marre de tout partager. Donc ça m'arrive de temps en temps parce que en fait, il y a eu aussi un moment où, comme mon entreprise, elle est pas rentable, je me disais: «Bon, ben, ma avec toutes les capacités que j'ai acquises et toutes les compétences que j'ai acquises ces 10 dernières années, en fait, je pourrais peut-être trouver du travail vanille, en fait, comme on dit, dans d'autres secteurs». Et donc j'avais recréé un compte Instagram et un compte LinkedIn pour faire: «Ah voilà, je suis photographe, je suis vidéaste, nin». Et en fait, non. En fait, je peux pas recommencer à refaire de la pub et à redire: «Ah, embauchez-moi, machin, ceci, cela». En fait, Ouais, j'ai dit: recommencer de A «Je» à Z, une promo. c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai actuellement un compte Instagram que j'alimente de temps en temps parce que, voilà, les gens, ils savent que je suis là, ils savent que j'existe et ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des petits contrats, heu, à droite à gauche, hein, des gens qui avaient besoin de portraits, professionnels. Bah, oui, je peux te les faire. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un faire-part de naissance parce que oui, bah, en fait, maintenant, je suis photographe et je fais du design, donc je peux le faire aussi. Donc c'est des petites choses que je peux faire, dans ma vie, mais vraiment la flemme de devenir une marque, encore de moi-même parce que maintenant je sais ce que c'est et je veux plus. Donc vraiment, s'il y a des conseils qu'on peut donner, c'est de réfléchir en fait à pourquoi on a besoin d'être sur internet, pourquoi on a besoin de quel est ton but ultime en fait, Quelle histoire on veut écrire et oui, pour nous et puis pour la oui. marque qu'on veut lancer. Oui, et ou pas oublier de se garder de la vie privée aussi, parce que ça, c'est super important. Et essayer de maintenir une certaine distance, même si c'est de plus en plus compliqué entre la vie privée et le pro. C'est-à-dire, bah, ouais, en fait, tu peut-être pas obligé de tout montrer. Si tu as un compte Instagram de cuisine, bah, parle de cuisine, mais on n'a pas besoin de savoir, autre chose que ça, en Non et fait. puis pour pas se faire, shadow banner, faut parler de concombre. Oui, c'est exactement ça. Salade de concombre pour tous et c'est tout. Et là, on va, tout doucement, terminer notre échange, c'était super intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil bibliographique à nous donner ou en tout cas une référence qui toi t'a marqué, qui pourrait peut-être être en lien avec tout ce qu'on s'est dit, ou même tout simplement un documentaire ou un contenu que tu as produit? Non, non, alors ça va paraître super bizarre, mais je pense il faut s'intéresser beaucoup à Paris Hilton. Je sais que c'est hyper bizarre, mais le Non, bouquin non, qu'elle a écrit et en ce moment, en fait, comment elle explique qu'elle s'est créée cette image, de meuf, un petit peu concon, et la blonde un petit peu bimbo, écervelée, alors qu'en fait, c'est une personne qui est rien de tout ça. extrêmement intelligente, qui sait très bien ce qu'elle fait, qui vraiment elle maîtrise son image, elle maîtrise son business comme personne. Alors évidemment, elle a les moyens, elle a une équipe, elle a tout ce qu'on veut, mais il y a une intelligence derrière qui est vraiment passionnante et je sais elle a écrit, elle a sorti un livre il y a pas longtemps où en plus elle parle de son TDAH. Donc du coup, moi, ça me parle aussi parce que je sais que tout ce que je fais actuellement, c'est venu aussi de là, quoi. C'est ce TDAH qui fait que qu'on a un truc un peu un petit peu un genre de grain de folie où en fait on se dit: «Ah je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça», comme là actuellement où je suis sur 1000 projets en même temps, mais qui me Mais rendent ça heureuse. va, mais c'est OK. Ouais, et c'est OK et en même temps un genre de alors j'irai pas jusqu'à dire un handicap, même si franchement pour certains ça l'est et c'est reconnu, hein, d'ailleurs comme un handicap parce que ça dans le cadre du travail, ça peut être vraiment, vraiment, vraiment compliqué d'avoir ça, quoi. Oui, d'être aussi une forme d'hyperactivité, Oui, 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 oui. Et du coup, bah, vraiment toute l'histoire de Paris Hilton, là, tout ce dont elle a parlé récemment OK. sur cette histoire, sur d'où elle arrive avec The Simple Life, où elle faisait semblant d'être bête alors qu'en fait elle l'est pas du tout, et comment elle a créé en fait, elle a même une voix différente quand elle fait le personnage alors et qui est pas du tout sa voix dans la vraie vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Elle a monétisé ça justement à l'époque où, Oui, il y avait cette émission, avec, son petit chien et ses petits ouais, sacs et c'était dans tous les magazines pour ados, je oui, me souviens. Et ouais, ouais, elle jouait son rôle en fait, hein, oui, et elle et a c'était été, une manière de mmh maintenir les choses à distance, quoi, en mode genre: «Ah oui, les gens ils me critiquent, mais en fait c'est pas moi». et c'est le même cas pour Miley Cyrus. Je sais qu'à une Un peu. époque aussi, quand elle avait, lancé, son album avec Breaking Walls, Mmh, je sais plus mmh. c'était le titre, en tout cas elle disait: «Voilà, je me montre, dans mon plus simple appareil, mais c'est pas parce que je montre ça à la télé que je suis ça
et c'est vrai C'est que et c'est un truc dans lequel je me reconnais beaucoup aussi. C'est des choses dans lesquelles je me reconnais beaucoup parce qu'en fait, il y a tout un truc de où il faut en fait un peu faire en fait, c'est un peu de faire croire aux gens ce qu'ils pensent qu'on est déjà, quoi. et ceux qu'ils ont envie de voir, ou en tout cas Oui, ceux qui va les faire oui. réagir. Ce qui va les faire réagir, ce qui va les faire s'abonner, ce qui va les faire payer, ce qui va les faire un peu, être intéressés et tout ça. Donc il y a vraiment un truc de il faut jouer un rôle, quoi. OK, mais il faut y réfléchir avant. Il Il faut faut faire comme vraiment Paris Hilton, réfléchir, il faut vraiment pas se dire genre: «Ah c'est bon demain je lance mon compte Instagram». Non, non, il faut réfléchir à tout, à la dans le moindre détail quoi. Le nom, qu'est-ce qui veut dire ton nom? Pourquoi tu as pris ce nom-là? Est-ce qu'il y a pas déjà quelqu'un qui a le même? Et cetera, et cetera. Parce qu'en fait, il faut être unique, alors qu'on est dans un marché où aujourd'hui, il y a tellement de monde qui est là, quoi. ouais, et en même temps, il faut justement avoir un nom qui parle, Oui, sans être la copie oui. conforme d'un autre. Ouais. Donc c'est vraiment je pense qu'il faut s'asseoir, il faut réfléchir, il faut pas hésiter à demander conseil et investir un petit peu de temps et peut-être même d'argent, en fait, dans ce truc de départ, quoi. Dans ce truc de départ parce qu'en fait, une fois qu'on a ça, on sait quelle histoire on va raconter, bah, c'est beaucoup plus facile de la raconter et on n'a pas besoin de faire marche arrière ou de faire des demi-tours ou de changer de nom parce que c'est dur de changer de nom, c'est compliqué de faire suivre le public quand tu changes de marque. Comme une boîte, hein, comme Oui, une vraie mais bien entreprise qui sûr, change de nom. bien sûr, bien sûr. OK, merci beaucoup Bah, Carmina. avec plaisir. Carmina, ou je devrais-je dire, ton nouveau, pseudo? Carmina Ceresa de la Cruz, c'est un peu Teresa de trop. la Cruz. Carmina tout seul, c'est très bien. Donc merci beaucoup, Avec plaisir. j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer un jour en vrai de vrai. J'aimerais beaucoup aussi. Voilà, je pense que tu auras entre tes mains, la revue qui a été, éditée et qui sera, J'ai hâte. imprimée très bientôt. Merci beaucoup et à très vite. Merci beaucoup.